Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec vous la lecture du roman de Pierre Loti, Matelot. Donc, son vrai nom, c'était Louis-Marie Julien Viaud, si je le prononce bien. C'est un écrivain français de la fin du 19e, début 20e siècle, qui a mené parallèlement une carrière dans la marine, puisqu'il était officier. Il va donc beaucoup voyager et ces voyages vont être une grande source d'inspiration pour ses romans et il s'affirme même comme le plus grand écrivain exotique. Mais reprenons sans plus attendre notre lecture. Et la lettre de son fils était si jolie, si irrésistiblement touchante qu'elle s'était hâtée d'écrire. Malgré son effroi devant cette ouvrière qui surgissait, si inattendue, entre elle-même et lui, qui consacrait l'effondrement de tous les rêves et la définitive déchéance. Elle avait écrit, il est vrai, une lettre de dame qui coiffait un grand honneur à ceux à qui elle s'adresse. Mais elle avait formellement demandé la main de Madeleine pour son fils, qui, avant 6 mois, serait de retour. Ensuite, dès le surlendemain, elle s'était mise à attendre anxieusement l'arrivée du facteur, souhaitant en elle-même, après avoir fait tout ce que lui demandait sa conscience, que cette Madeleine fût déjà mariée, morte, disparue d'une façon quelconque. La semaine suivante, une réponse arriva, écrite sur un mince papier de pauvre, par une main inhabile de femme, l'autre mère sans doute, réponse sèche et méprisante, en très peu de lignes. Les parents de Madeleine croyaient se souvenir en effet de ce jeune homme qui avait eu une façon si légère de se conduire avec leur fille. Mais c'était presque arrangé qu'elle épouserait bientôt un maître commis de la flotte. Elle-même était assez consentante à ce mariage, de sorte qu'on n'avait pas cru devoir l'informer de cette demande nouvelle. Elle n'était d'ailleurs pas d'une condition à être donnée à un simple quartier-maître. Au lieu de la joie que la mère de Jean s'était promise d'un refus, voici qu'elle se sentait non seulement blessée, mais attristée jusqu'au fond de l'âme. Son fils, son bien-aimé, repoussé en de tels termes quand il offrait toute sa vie. En y repensant cette nuit, elle croyait voir à présent une sorte d'enchaînement funèbre dans tous les coups de la destinée, qui s'acharnait contre Jean. Était-il vraiment si peu de chose, son fils, pour qu'une petite du peuple le refusât ainsi? Quelle chute, mon Dieu, que les rêves d'autrefois, les rêves qu'elle-même et le pauvre grand-père, disparus, faisaient ensemble autour de la tête bouclée d'un petit enfant. D'ailleurs, en relisant la lettre, à lui, elle comprenant de plus en plus que c'était très profond, cet amour, qu'il en souffrait beaucoup. Lui écrire ce refus lui causait tant de peine, là-bas dans son exil. À quoi bon, puisqu'il fallait revenir? Non, elle décida qu'elle ne le ferait point. Elle pourrait bien feindre de n'avoir pas encore reçu sa demande et, par le courrier prochain, lui dire des choses quelconques sous cette enveloppe qui serait la dernière adressée à bord de la Gyptis. Et puis, des anxiétés qu'elle n'avait encore jamais connues s'ajoutaient à la souffrance de cet affront. Son Jean avait eu quelques atteintes de mauvaise fièvre de là-bas depuis un séjour qu'il avait vu forcé de faire à l'hôpital de Hanoï. Il n'avait pas pu lui cacher cela. Or, dans sa propre maison de Brest, où habitaient d'autres familles de marins, elle venait de voir rentrer de ses colonies 2 petits soldats, tout jeunes, qui par lettres ne s'étaient pas avoués très malades, mais qui avaient des mines, oh mon Dieu, des mines d'enfants bien perdus. Jamais elle ne s'était sentie si abandonnée, si seule dans son inquiétude, qu'elle ne voulait pas confier à d'autres mères par superstitieuse frayeur. Du sombre, du noir glacé, descendait sur elle comme un enveloppant manteau, priait de temps à autre l'idée, lui en venait bien, mais elle ne pouvait plus. Elle avait eu, pendant ces années jeunes, des élans d'une foi ardente, un peu italienne, un peu idolâtre peut-être. Aujourd'hui, non, c'était fini. Moins par incrédulité que par sourde révolte contre tant de déceptions et de malheurs accumulés. Il y avait un voile,
entre le Christ et la Vierge, si indifférent en haut et elle-même si déshéritée en bas, et toute son adoration, elle l'avait reportée sur son Fils. Malgré 2 saintes images, venues de la maison de Provence et accrochées ici à la muraille de sa chambre, elle ne priait plus jamais, n'entrait plus dans les églises, vivait maintenant d'une vie plus muette et plus révoltée, et se concentrait dans la pensée unique, obstinée, torturante et délicieuse de l'attendre. Et Madeleine, dans la petite ville où sa vie, sans doute, allait continuer de s'écouler monotone, l'oublierait-elle bientôt, son amie, une fois mariée à quelqu'un d'autre? Ou bien, qui sait, dans la suite de ces printemps qui finiraient par la flétrir, en regardant son logis au crépuscule de mai, par ces rues toujours les mêmes, par cette avenue de tilleuls, toujours solitaire, serait-elle hantée du souvenir de Jean et de son image, lente à disparaître? Reverrait-elle quelquefois à la tombée des soirs attiédis, sous l'obscurité des verdures renouvelées, une ombre adossée au tronc de ces arbres, continuellement pareils, l'ombre jeune de celui qu'elle avait aimé? La Gyptis, après tant de voyages à travers les eaux chaudes du fleuve, contre ses courants rapides, se tenait une fois de plus à son poste habituel, dans les roseaux en face du village perdu, et maintenant, c'était pour Jean l'heure de quitter ce pays. Par un soir immobile, pareil au soir qui, 18 mois auparavant, l'avait vu arriver solide et fort, il s'en allait à pas ralentis, vers une voiture, appuyée au bras d'un autre marin, retournant son visage pâle du côté de la canonnière pour dire adieu d'un signe de tête ou d'un sourire à ceux qui restaient. C'était bien le même instant, crépusculaire, que pour sa venue, la même surprenante enluminure du sol rouge et des feuillages verts, les mêmes senteurs, les mêmes passants jaunes, qui, avant de s'enfoncer dans leur maisonnette sous les branches, tournaient silencieusement, une dernière fois, vers celui qui s'en allait, leurs petits yeux énigmatiques. Dans l'humidité odorante, sous les arbres oppressants, c'était toujours la même vie chaude et languide, si éloignée de la nôtre, en toutes ces choses, qui regardaient Jean partir, semblait consciente d'avoir une fois de plus soufflé la mort sur quelqu'un de France. Les derniers temps, avec cette fièvre rebelle, profonde, qui commençait à intervalles inexorablement réguliers, la dysenterie lui était venue, tout de suite très grave. Et ce mal ne suit aucune marche qui puisse être prévue. Tantôt il choisit les plus forts et épargne, et les plus frêles, ou inversement, tantôt il finit de tuer en peu de semaines, tantôt en plusieurs années. Quelques-uns partent pour la France, à peine touchés, pourrait-on croire, mais le mal, tout doucement, continue de les ronger. Et au bout de 10 ans, de 20 ans, les achève. Tandis que d'autres, qui étaient moins vigoureux et qui semblaient plus gris, on ne sait pourquoi, guérissent. 2 des matelots, partis de France, avec Jean, étaient morts au bout d'une seule année. Il s'en allait très atteint, lui, le visage creusé, parcheminé, au moindre effort, et même rien que pour marcher un peu, ses membres se couvraient d'une sueur. Et de temps en temps, à ses réveils, il avait eu l'impression vite chassée, il était vrai, que c'est peut-être bien tard, ce retour. À Saïgon, au même moment, ils étaient nombreux à rapatrier, les soldats ou les marins de la station locale ayant fini leur temps de colonie. Et, en plus, tout l'équipage de cette Circé, qu'on avait désarmé là pour servir de ponton dans le fleuve, alors, par mesure d'économie, on avait mis beaucoup de monde sur une certaine Saône qui avait de grandes voiles et venait de rentrer par la route ancienne en contournant le cap Bonne-Espérance. Jean avait demandé et obtenu de revenir par cette Saône, pour éviter les accablements de la mer Rouge, surtout pour se retrouver avec le Marek, Joal, Kerboulis, tous les amis de la Résolue et de la Circé. Ceux-là aussi
du reste, avait été un peu frôlé par le même mal, mais bien moins. Et il paraissait à peine. C'est que pendant ces 18 mois, ils avaient beaucoup vécu en pleine mer, tandis que lui, tout le temps dans les fleuves et les marécages, sous les malsaines verdures. Le vent de la mer d'abord lui avait fait du bien et l'espoir lui était entièrement revenu. Tant qu'on fut dans les alizés de l'hémisphère nord, il put se tenir à demeure sur le pont, assis à l'ombre, respirant la bonne brise, s'intéressant à la manœuvre et causant avec des amis. Mais on arriva bientôt dans les calmes lourds, dans les humidités molles et les grandes pluies de l'équateur. Alors, malgré les soins d'à présent, un affaiblissement subit l'obligea de rester couché en bas dans l'infirmerie. Il eut d'abord ces stupeurs incrédules, des très jeunes, de très vigoureux qui hésitent toujours à admettre comme possible pour eux-mêmes la maladie et l'épuisement mortel. Là-bas, sur la Gyptis, il lui avait si bien semblé qu'une fois sorti de l'étuve chinoise, il suffirait d'un peu d'air marin et de la joie du retour pour le guérir. Mais non, rien n'y faisait plus. Est-ce que vraiment il se serait mis en route un peu tard ? Mon Dieu, et cette lenteur dans la marche, ces immobilités presque constantes, elles ne souffleraient donc pas à la brise. On ne les allumerait donc pas les feux de la machine. Et pour la première fois, un jour, au réveil particulièrement lucide et angoissant d'un sommeil de midi, l'irrémédiable lui apparut. Au sortir de ce sommeil, il reprit conscience. Dans une secousse d'épouvante, comme devant un gouffre vide, un néant immense, où il se serait senti près de tomber. Souvent, auprès de son lit, ses amis de l'ancienne résolue venaient s'asseoir. Le Marek surtout et Joal lui consacraient leurs heures de repos. Il les aimait bien. Il les remerciait, il se laissait parfois distraire par eux. Et il trouvait à leurs vêtements de toile la bonne senteur du plein air d'en haut. Mais comme elle comptait pour peu de choses, à l'approche de la grande fin, ces affections-là, oh non, c'était sa mère qui résumait tout et qui était tout. Sa mère qui l'appelait du fond de l'âme et après qui languissait affreusement. Et toujours pas de brise, toujours le calme inerte, toujours l'accablante buée chaude où s'en allaient ses forces comme dans un bain mort trop prolongé. À côté de lui, d'autres malades déclinaient aussi des petits soldats de 20 ans, rongés de dysenterie, aux figures terreuses et aux corps de squelettes. Indéfiniment se prolongeait pour eux ce supplice imprévu d'être bercés sur place et de ne pas avancer. Cependant, vers le matin du 10e jour, ces inerties des choses commencèrent à prendre fin. Une brise se leva, imperceptible d'abord, mais grandissant toujours dans un ciel moins violent et plus semblable au nôtre. Elle était tiède, cette brise, mais si vivifiante qu'elle semblait fraîche. Jusqu'au fond du navire, dans l'hôpital, aux senteurs de fièvre, elle entrait peu à peu par les longues manches de toile tendue pour l'aspirer. Et les malades la recevaient avec un bien-être délicieux. C'était l'Alizé australe, et c'était le ciel éternellement pareil des tropiques. La Saône avait atteint cette région invariable, et le même souffle régulier allait, pendant des jours et des nuits, la pousser vers le grand cap. En bas, sur son lit, Jean avait conscience de tout ce qui se passait au-dessus de lui, à l'air et au soleil. Les sifflets d'argent, qui s'étaient tus pendant ces longs jours mornes, s'en donnaient à présent à cœur joie, et son oreille affinée de malade percevait tous leurs sons clairs, tantôt traînants, tantôt brefs ou modulés en tris d'oiseaux. Il saisissait le sens de leur musique aussi facilement qu'il eût compris une langue familière. Il devinait tout ce qu'on faisait dans la mâture, tout ce qu'on tendait de toile au beau vent nouveau. La vitesse augmentait d'heure en heure et on sentait comme un allègement de tout. Même l'eau marine semblait cette fête légère, elle si lourde et si dure quelquefois. Quand le vent est debout et la houle mauvaise, aujourd'hui, elle courait dans le même sens que l'Alizé et que le navire. Et alors, contre toutes ces petites murailles courbes de l'hôpital, si souvent heurtées
en bélier. Jean n'entendait plus que des frôlements atténués et rapides, des sautillements d'embrun, de joyeux bruits d'écume. En plus du réel bien-être physique que ce vent répandait dans les poitrines, il apportait aussi aux pauvres épuisés un peu d'espérance. Et à mesure que la Saône élargissait l'envergure de ses ailes, les yeux de Jean fixés sur de moins lointaines apparitions reprenaient presque toute leur expression de vie qu'ils avaient perdue. Oh, la bonne vitesse! Oh, aller vite, se sentir à présent courir et voler à travers ce désert des eaux, dont l'immensité effroyable le séparait de sa mère. Si pourtant ses jours comptés pouvaient se prolonger un peu, s'il pouvait vivre encore 6 ou 7 semaines dans cet air meilleur qui déjà lui rendait de la force. Mon Dieu, on ne sait jamais avec ces maladies étranges qui traînent quelquefois, bien plus qu'on ne pense. Encore 6 ou 7 semaines, on arriverait. Et vraiment, de plus en plus, cela lui semblait possible, presque assuré même, de revoir le pauvre logis de Bresse, qu'il aimait à présent de tout son cœur. Et enfin, d'embrasser encore sa mère et de la voir à son chevet, de lui tenir les mains à l'heure de la grande épouvante. Le soir, à l'instant délicieux qui suit le coucher du soleil, il n'y tient plus. Il se sentait mieux, tout à fait mieux, pour aller se mêler aux vivants qui respiraient là-haut. Il se leva, il baigna son visage dans de l'eau claire, prit des vêtements de toile, tout propres, et commença de monter en se traînant dans les échelles comme un lent fantôme. C'était fini de sa grande force, qui avait été son seul bien terrestre. Dans ses bras de matelot grimpeur, si musculeux autrefois, quelque chose d'un peu ferme persistait pourtant, que la maladie n'avait pas détruit. Et il s'en servait pour se hisser, s'accrochant en haut à tout, tandis que ses jambes, vaincues, les premières faiblissaient sous le poids de son corps. Enfin, sa tête émergea au grand air. Comme au sortir de quelque tombeau, ses yeux charmés revirent l'espace, les voiles gonflées au vent, et le ciel profond qui s'étoilait. Enlevée par l'Alizé australe, la Saône volait comme un grand oiseau nocturne aux ailes blanches. La vitesse, la bonne vitesse, qui rendait l'espoir. Et le premier souffle suave, la première bouchée d'air vif et frais, qui au débouché de ce panneau passa sur sa tête, apporta à Jean une musique joyeuse, un chant qui, d'en bas, s'entendait à peine, mais qui là semblait tout à coup s'enfler, éclater en salut pour sa réapparition au milieu des matelots, ses frères. C'était toujours la chanson du vieux Neptune, toujours le même cœur facile et léger, indéfiniment récompensé aux mêmes heures des soirs, sur l'infinie solitude du silence, à peine bruissante, des frôlements de l'eau, la Saône, dans sa course, semait cette musique en traînées joyeuses, en longs sillages sonores mais perdus, qu'aucune oreille n'était là pour recueillir. Les yeux de Jean déjà déshabitués de tout, après avoir en une seule seconde repris conscience de l'espace immense, s'occupèrent de l'envergure des ailes du navire, éployées, étendues, grandes choses dentelées, toutes blanches, dans la diaphane nuit bleue et qui semblaient remplir l'air, encombrer le ciel et leur assemblage extravagant et instable. Nous arrêtons là dans cette lecture, mais retrouvez-nous dans la prochaine émission pour la suite de cette histoire. Je vous souhaite une très bonne nuit et une très bonne journée à ceux qui se lèvent. À très vite.